on a énormément des bonnes choses, mais on a aussi un grand défi que parce que les choses fonctionnent tellement bien, on est en permanence dans la répétition. Et dans la répétition, pour lui, c'était aussi que tout ce qu'on apprenne, c'est très souvent appris à travers des livres, à travers des choses qu'on nous dit, et un peu aussi à travers la conformité avec la pression sociale. Et donc, il voyait le risque qu'il y a énormément de répétitions, de reproduire ce qu'on fait déjà. Et je crois que c'est un peu un défi qu'on a aussi dans notre économie, parce qu'on parle de l'économie circulaire, mais on sait bien, on est vraiment dans une économie linéaire qui se reproduit très fort. Et pour Emerson, donc il disait, si on regarde cette société, qu'est-ce qu'est la nature là? C'est un peu, donc il dit dans le sens vulgaire, c'est que l'homme ne peut modifier l'espace, l'air, l'eau, les feuilles. L'art, c'est le mélange de la volonté de l'homme avec les choses que nous venons d'énumérer, une maison, un canal, une statue, un tableau. Donc il dit, dans notre société, souvent, c'est quoi la nature? On dit, il y a quelque chose qu'on prend, on ajoute notre travail, et c'est ça qui ajoute la valeur finalement pour faire quelque chose, cette distinction entre cette distinction vulgaire entre les choses et les choses que nous on a bâties, qui lui il appelle l'art. Mais Emerson propose aussi, il y a une autre chose pour, si on veut, entrer dans le cercle de l'économie circulaire, et ça, là, Muriel, si je pourrais avoir la deuxième, euh, il propose que nous, tout comme sujet, on est aussi quelque chose, on est des cercles créatifs. Donc ça, c'est un peu l'inspiration de son texte Cercle, où il dit, si on pense de la subjectivité, nous, tout, on est un premier cercle. Et il utilise la métaphore de l'œil pour dire, toute subjectivité, c'est quelque chose déjà organisé, quelque chose structuré qui prend une perspective active sur ce qu'elle voit. Et il utilise un deuxième métaphore. Donc l'œil est le premier cercle, l'horizon qui forme est le second pour dire, OK, notre yeux, comme métaphore, c'est quelque chose qui prend une perspective sur ce qu'on voit, comme une torche dans l'obscurité, et en même temps, il y a un horizon, ça veut dire qu'il y a toujours des limites. Donc, et ces limites, ils sont construits par cette appropriation active de ce qu'on peut voir. Mais en même temps, et ça c'est un peu le point central toujours pour Emerson, c'est quelque chose de dynamique. Donc il dit, on commence comme ça avec une subjectivité active qui est déjà intégrée, mais puis ce qu'on peut faire, on peut se trouver dans un monde naturel qui est conçu comme un système de cercles concentriques. Ce qu'il veut dire avec ça, que la nature, selon lui, c'est quelque chose qui a un processus toujours en dynamique. Donc on peut toujours ajouter un autre cercle, et c'est essentiel de comprendre ça, que même ça, la créativité, c'est ajouter un cercle. Peut-être que je peux avoir la prochaine fois. Et nous invite de dire, OK, pour comprendre la circularité, on pourrait devenir des philosophes de cercle. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Aucun fait ne sont sacrés pour moi, aucun ne sont profanes. Comme un chercheur sans fin, j'expérimente simplement sans me rattacher aucunement au passé. Donc là, vous voyez cette motif. Il ne veut pas avoir trop de bagages du passé. Il dit il faut vraiment être ouvert à expérimenter. Et la source principale pour lui, c'est-à-dire il faut quitter l'environnement bâti pour avoir cette inspiration de dessiner de nouveaux cercles. Sinon, on est trop dans la répétition. Parce que pour lui, les processus naturels, ils sont toujours ouverts. Ils ne sont pas fermés par ce conformisme qu'on a dans la société. Et donc là, le deuxième point qui est peut-être intéressant pour notre colloque, c'est il dit, OK, si on redessine un nouveau cercle, c'est là où il y a vraiment l'art dans un autre sens, et c'est la deuxième citation ici, il y a une propriété à l'horizon qui n'appartient qu'à celui dont les yeux peuvent embrasser toutes les parties. Celui-là, c'est le poète. Donc son idée, c'est si on dessine un nouveau cercle, on va voir dans le Science Slam, que c'est quoi la perspective, il faut intégrer tous les différents éléments pour créer un nouveau sens. Et créer cette nouvelle sens, c'est ça, créer un nouvel cercle. Et le rôle du poète dans la société, c'est dire on va au-delà, mais on va intégrer pour créer un nouvel cercle, parce que la nature, c'est un système de cercles concentriques. Un point important, c'est pour Emerson, tout ça se passe dans une perspective assez spécifique, où il dit, OK, pendant nous, on pourrait faire ça, il y a quand même aussi, pendant cette éternelle génération de cercles, il y a un éternel générateur qui reste immobile,
Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Dans sa perspective, cette métaphore de cercle est intégrée dans une idée où la création elle-même, c'est quelque chose qu'on pourrait dire, c'est un ordre divin, c'est spirituel, c'est religieux. Donc, il y a un ordre déjà préétabli qui est métaphysique et on peut s'intégrer dedans parce que la subjectivité fait partie de ce processus qu'on peut comprendre. Et là, je dois passer à un autre penseur qui dit, cher Ralph, je suis fortement inspiré de vos écrits. Donc Nietzsche, un philosophe allemand, il a adoré Emerson. C'était un de seuls livres qu'il a toujours apporté avec lui pendant ses voyages. Il a dit, oui, il faut vraiment sortir de l'île pour s'inspirer. Donc ici, l'image, c'est le lac Silvaplana dans les Alpes, où selon Nietzsche, ou encore 4 minutes, il avait l'inspiration pour son livre Le Gai Savoir. Et on passe directement à la prochaine chose. Où, dans le livre, Nietzsche commence avec une citation d'Emerson qui répète un peu ce qu'on vient d'écouter pour dire oui, il faut avoir une science qui est poétique. Le gai savoir, la Gaia Science, ça s'inspire de l'Occitan en sud de la France, qui était l'art de créer des poésies lyriques. Donc ça, c'était le gai savoir. On va directement passer à Muriel. Donc là, c'est l'ajout ou la différence. Donc, Nietzsche, il est totalement d'accord avec cette idée que la nature est un processus, mais il dit il y a eu 3 erreurs. Et ces 3 erreurs fondamentales, c'est qu'on pense que la science, ça sert à mieux comprendre Dieu, à être utile pour la société et posséder quelque chose de désintéressé. Et pour Nietzsche, l'idée ici, c'est de dire, oui, bien sûr, la science peut être utile, mais c'est vraiment un peu c'est un peu naïf de penser en être utile, on ne va pas être inutile ou néfaste en même temps. Donc c'est bien possible qu'on est utile, mais on pourrait en même temps avoir énormément de conséquences néfastes, inutiles pour la société. Et je crois l'image même de l'économie linéaire illustrait très bien cette double processus. Et pour Nietzsche, l'erreur de ça, c'est qu'on pense, si on fait la science, on est encore dans le paradigme qu'on est en train d'essayer de comprendre Dieu. Et donc, là, la science, elle est désintéressée parce qu'elle prend un peu une perspective divine où la volonté du savoir, c'est comprendre Dieu. Et c'est l'ordre divin, c'est déjà bien fait. Donc, il ne peut pas avoir des conséquences comme ça si on fait la science. Mais, prochaine diapo, merci. Pour... Il y a 10 minutes, je m'excuse. Ah, ok, j'étais déjà un peu surpris. C'est ça. T'as plus de temps, toi, comme l'émission du début, je m'excuse. Oh, bon. Et donc, on a un peu de plus de temps pour la mort de Dieu, pas mal. Parce que Nietzsche dit cette science moderne, elle a aussi une propriété très importante, et c'est ça, c'est détruire l'idée qu'on peut avoir un Dieu. Parce que si on commence à avoir une perspective méthodologique sur la nature, ce qu'on peut prendre, c'est oui, c'est la nature, c'est un processus, il y a toutes sortes de choses à comprendre, mais c'est un processus aveugle avec des mutations, c'est chanceux, mais il n'y a pas d'ordre devant. L'être humain se trouve dans un cosmos qui n'est pas créé pour l'être humain et qui est contingent, qui peut avoir des avantages et des désavantages. Et donc, peut-être le passage le plus fameux dans cette livre, c'est de dire Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. Donc, c'est une idée, c'est vraiment le processus même de la science moderne va tuer Dieu parce qu'on ne peut pas avoir cette science et croire qu'il y a un ordre divin. Donc, on se trouve dans un cosmos. C'est pourquoi c'est une coterie. Oui, c'est ça. Donc, il dit là, il faut faire quelque chose. Et donc, le dernier point sur Nietzsche, c'est de dire, OK, et ça, c'était sa idée fondamentale, son inspiration, quand on était au lac Silvaplana dans les Alpes. Il disait, OK, ça veut dire quoi pour nous? Pour penser notre responsabilité dans le monde. Et donc là, vient son idée fondamentale dans ce livre, qui est l'idée de la récurrence éternelle. Et donc, son idée, c'est s'il n'y a pas d'ordre préétabli, s'il n'y a pas de projection de progrès, on peut dire, nous, on fait des choses utiles parce que ça va servir à un progrès, la seule chose qu'on peut affirmer, c'est de dire, OK, cette vie telle que tu la vis actuellement, telle que tu l'as vécue, il faudra que tu la revives encore une fois, et une quantité innombrable de fois, il y en aura, on n'a rien de nouveau, au contraire. Donc, ce qu'il propose comme test de circularité, est-ce qu'on est prêt à assumer la responsabilité totale pour toutes les conséquences de ce qu'on fait, parce qu'il n'y a pas une autre vie, et est-ce qu'on est prêt d'affirmer et de concevoir
des façons de consommer où tout ça pourrait se répéter à l'infini parce qu'il n'y a pas d'autre univers et il n'y a pas de contrôle sur ça qui se passe, sur ce qui se passe. Donc ça devient un peu une épreuve existentielle pour dire, OK, est-ce qu'on est prêt de vivre comme ça? Et c'est quoi les conséquences pour avoir une vie? Et là, je passe à ma numéro 3. Donc, cher Friedrich, cher Ralph, c'est maintenant Robin Wall Kimmerer qui pense. Elle aussi, ethnobotaniste et philosophe, elle dit c'est vraiment important de quitter les salles, les universités pour s'inspirer. Vous avez ici quelques poireaux sauvages qu'on peut trouver dans la forêt. Elle a son ferme dans le nord de New York où elle s'inspire pour, entre autres, écrire cette bestseller Braiding Sweetgrass. Peut-être vous avez entendu en parler. Et Muriel, s'il te plaît. Et donc, pour elle, elle est totalement d'accord avec cette idée que la nature, c'est un processus. Et il faut assumer que c'est un processus où il n'y a pas de garantie que c'est créé pour nous. Mais elle ajoute une autre dimension où elle dit, oui, pour vivre, je dois consommer. Mais consommer, c'est pas acheter des choses. Consommer pour elle, à la base, c'est que nous, on est des êtres humains hétérotrophes. Donc, on ne peut pas produire ce qu'on a besoin. On a besoin de vivre avec des êtres vivants qui font la photosynthèse parce que c'est ça la base de la vie. Donc, il y a un sacrifice nécessaire parce que nous, on ne peut pas faire ça. Donc, il y a une dépendance. Et la question fondamentale pour elle, c'est donc de dire comment consommer et en même temps rendre justice à la communauté du vivant, aux vies que nous prenons. Donc, elle repense l'idée de partie prenante. Tout le monde veut avoir des parties prenantes. On se demandait, OK, on a besoin de prendre nécessairement, mais en même temps, on a besoin de comprendre comment on pourrait donner. Et là, j'ai une deuxième citation. Et il illustre ça comme Nietzsche et Emerson avec plusieurs récits dans la nature. Ici, c'est les pousses de poireaux sauvages sont parmi les premières à saluer le printemps. Leur vert vif attire l'œil comme un néon. Ainsi, semblant vous lancer ce message du prompt, cueille-moi. Donc ici, extraction. On veut le prendre, mais là, elle dit, OK, à un moment, je résiste à l'envie de répondre immédiatement à cet appel pour d'abord m'introduire auprès de ces poireaux comme on m'en l'a pris et au cas où ils m'auraient oublié. Même si cette rencontre prytannière est devenue rituelle, je leur explique la raison de ma venue. Je leur demande poliment la permission de les récolter du moins s'ils sont prêts à partager. Donc, elle veut vraiment changer la façon avec laquelle on va entrer dans le cercle de l'économie circulaire, Muriel, avec l'idée, OK, ici, on commence avec l'extraction, mais elle propose, est-ce qu'on peut peut-être repenser quelque chose ici? Est-ce que c'est plutôt une récolte? Et si c'est une récolte, c'est quoi les conditions d'une récolte? Parce qu'à la base, ce qu'on devrait faire pour avoir une économie circulaire, c'est un processus réciproque de régénération du capital naturel, si on veut. Et ça prend toutes sortes de questionnements pour le faire bien. Donc, repenser ici, on a l'extraction, c'est dire, OK, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Une dernière citation, après j'ai fini. Elle dit le poireau sauvage est une espèce menacée, née dans un tout autre paysage, à une autre époque, et à partir d'un héritage de connaissances traditionnelles. L'éthique de la réciprocité a été sacrifiée en même temps que les forêts, et la beauté de la justice a été bradée. Si la terre n'est que de l'inanimé, si le vivant n'est que de la marchandise, dans ce cas-là, voie de la récolte honorable et elle aussi en impasse. J'ai ajouté cette dernière citation parce qu'elle n'a aucune illusion que son idée de penser la circularité comme une réciprocité est facile. C'est très, très marginalisé dans notre monde, mais elle dit, si on veut vraiment avoir une régénération à la base de cette économie circulaire et une réciprocité, c'est là où on doit vraiment commencer et amener l'idée de la restauration au cœur de ce processus, avec toutes les conséquences pour elle, c'est aussi de dire, on est dans une économie mixte, est-ce qu'on peut avoir plus d'économie dedans? Parce que l'économie dedans a beaucoup plus cette qualité de réciprocité dedans. Dernière diapo. Et donc, cher Robin, cher Friedrich, cher public, je reviens au début avec Ralph Waldo. Donc, lui, il dit, la conversation est un jeu circulaire. Lorsque chaque nouveau causeur jetant sur nous des nouvelles lumières, nous émancipons de la tyrannie du dernier causeur. Donc, c'est lourd, mais c'est ça.
Pour nous, contrainés à son tour par la grandeur et la tyrannie exclusive de sa propre pensée, nous abandonne à un nouveau rédempteur, nous semblons recouvrer nos droits, devenir des êtres humains. La littérature est un pan extérieur du cercle de notre vie moderne, autour duquel un autre cercle peut être décrit. Et donc, je termine avec la question, est-ce que vous avez un goût? Quel cercle décririez-vous pour ajouter à cette dynamique? J'ai mes propres idées, mais peut-être vous aussi. Merci. N'importe quoi? 5 minutes pour... OK, donc on était à 10 minutes. Oui, c'est parfait. Alors, on a 4 minutes pour répondre à la question de Raphaël. Quel cercle décrivez-vous? On n'est pas philosophe, c'est pour ça que c'est plus compliqué. Ok, moi, ce que je vois à travers les trois, il y a beaucoup d'appels ce concept un petit peu mystérieux pour moi, qui est le concept de la régénération, qui est un concept qui a émergé au cours des dernières années. Je parle d'économie régénérative. Pour moi, dans le concept d'économie linéaire actuelle, très extractive, ça reste encore un très grand mystère, mais là, c'est une invitation à penser au-delà du cadre actuel, un peu pas mal déprimant de l'économie linéaire, pour aller vers la régénération, tant par Emerson, ce serait à travers la créativité, à travers le fait de penser autrement et puis être ouvert à l'expérimentation, à travers Nietzsche, dépasser l'ordre préétabli, si j'ai bien compris. Mes connaissances nietzschéennes sont très limitées. Et puis à travers Kimmerer, c'est une approche qui est très circularité comme réciprocité. Avec Kimmerer, une approche qui est qui a beaucoup d'affinité avec ce qui serait l'approche autochtone de la relation avec la nature, de se penser à l'intérieur de. Voilà. C'est un peu je fais des liens avec cette boîte noire de la régénération. Ouais. Merci beaucoup pour ton sommaire. C'est excellent. Et c'est un peu ça que je trouve intéressant parce que, par exemple, si on donne des cours, Emerson, je crois, il a un point fort. Est-ce on parle beaucoup d'optimisation, efficacité, mais est-ce que c'est vraiment la bonne chose si on veut être vraiment ajouté un nouveau cercle pour être dans son image? Et donc, c'est là où il essaie de toutes sortes d'idées pour ajouter. Et je crois peut-être aussi pour repenser comment on donne les cours, non? Si on veut vraiment pas faire la répétition et la conformité. Et je crois Nietzsche, il ajoute à ça juste un peu un côté tragique. Emerson, il est encore dans un ordre divin. Donc, en comprendre le livre de la nature, pour Nietzsche, c'est pas ça. Il y a peut-être des opportunités de régénération. Mais par exemple, dans l'ordre des métaux, on peut optimiser, mais on ne peut pas régénérer ou pas à l'échelle humaine. Oui. L'utilisation est intéressante parce que on a parlé de la matière, j'ai développé peut-être pas, là, mais la nature n'est pas optimale du tout. Hein. La nature est sous-optimale. C'est un processus aveugle pour nous. C'est un processus aveugle et le fait qu'elle ne soit pas optimisée, ça lui donne beaucoup de flexibilité pour s'adapter. Oui. Il y a un processus qui est trop optimisé, en fait, et malheureusement pas très bien adapté sur les changements dans l'environnement en question. Alors, l'idée, c'est comment on peut pousser plus loin les frontières de l'économie circulaire sans nécessairement avoir toujours cette fixation pour optimiser les choses. C'est-à-dire, on peut les optimiser en en restant toujours un peu sous-optimal pour garder une flexibilité et s'adapter aux conditions changeantes. Exact. Et je crois que c'est là où Nietzsche, c'est là, c'est aussi que l'économie circulaire pourrait être juste un autre projet techno-utilitariste où on croit on peut contrôler les choses qu'on ne peut pas vraiment contrôler. On peut faire les choses, c'est sûr, mais on ne peut pas les contrôler. Et à cause de ça, il dit, OK, il faut faire attention ici, c'est pas fait pour nous. Et donc, on ne peut pas juste imposer une ordre des lettres qui est pas comme ça. Et je crois que Kimmerer, elle ajoute exactement cette idée avec son idée de récolte qu'on ne peut pas juste prendre, on doit réfléchir aux conditions de prendre. Ouais. Et c'est pourquoi elle a cette réciprocité pour dire, OK, même si je suis pour le prendre, peut-être que c'est pas le bon moment. Comme tu dis, tu sais, l'optimisation, c'est pas c'est pas toujours la meilleure idée. Elle a énormément de petits récits dans son livre où elle parle de choses qu'il faut laisser pour un peu la collectivité des êtres humains, mais aussi des écosystèmes. Et c'est une belle façon, un nouveau prisme de regarder l'absolu. Bon, peut-être en tant que tel, parce qu'effectivement, l'Action 3 travaille sur l'optimisation, mais est-ce qu'on peut travailler de manière sous-optimale?
Mais en essayant d'améliorer les choses quand même. Donc, Ou de manière résiliente, oui, peut-être. oui, tout à fait. Ouais. Oh, il y a quelqu'un dans la salle? Non, non, vas-y, Emmanuel, je vais faire un Non, moi, je faisais une petite pub, alors vas-y. Le mot est sorti, c'est le mot de la recherche de résilience. Oui. Quand on essaie d'optimiser, on va extraire le maximum en fonction de paramètres qui sont souvent définis à partir d'un prisme économique, d'un prisme de rentabilité immédiate, et au détriment de la résilience des écosystèmes, des systèmes sociaux. Et en économie circulaire, on a tendance aussi à penser aux flux de matière essentiellement, sans voir d'autres effets pervers à tous les niveaux. On pourrait faire à partir du schéma une liste des effets pervers ou des effets non désirables de chacune des boucles aussi. J'ai optimisé et puis tout ce qu'on observe, c'est entre les boucles aussi, il y a des effets pervers, c'est-à-dire que souvent, le système économique actuel nous incite à aller vers le recyclage au détriment de la réutilisation. La réutilisation, c'est compliqué, c'est plus cher, mais a beaucoup plus de bénéfices environnementaux. Donc, là, il faut voir aussi donc, la question de la métrique, la question de la mesure aussi. Là, on s'éloigne pas mal des philosophes, mais quelque part, c'est important. Donc, et quand on gère pour la résilience, souvent, on gère de façon sous-optimale par rapport à des paramètres qui sont d'ici et maintenant, mais on gère pour une forêt. Et je crois la seule ajout que ces types de penseurs ajoutent, c'est la résilience. Souvent, c'est un adaptive cycle. Il réintroduit un modèle, un schéma. Et je crois là encore une fois, il faut faire attention et à cause de ça, ils sont toujours dans Chimera, elle est très dans son dire ok, il faut être ethnobotaniste, donc elle est contre la science du tout, mais elle ajoute des connaissances d'une économie dedans qu'elle trouve qu'on sont vraiment importants pour ajouter une culture qui est capable de faire ça et qui dit si on n'a pas cette relation de réciprocité dans une économie circulaire, c'est difficile à voir comment ça va jamais être quelque chose qu'une optimisation de l'économie linéaire. Mathias, oh, je crois qu'on a. Ouais, dernier commentaire. Avec la programmation, ils vont poursuivre cette session à la pause.